Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Jean-Gabriel Levon, cofondateur et Chief Impact Officer chez Insect, une belle scale-up française, leader mondial dans la fabrication de produits à base d'insectes. L'aventure commence en 2011 pour les 5 associés et le défi est de taille. Il n'existe pas d'usine capable de fabriquer des produits à base d'insectes, il faut donc la créer. 10 ans après, l'entreprise compte 200 collaborateurs, elle est présente à l'international et elle finalise une levée de fonds de 372 millions de dollars en 2021 pour continuer son développement. J'ai adoré le pragmatisme de Jean-Gabriel et sa vision du business à impact. Au-delà de la mission d'Insect présente au quotidien et de sa récente labellisation B Corp, on a parlé de l'importance d'avoir un bon produit avant tout, ou encore de mesurer son impact concrètement. D'ailleurs, filez voir son profil LinkedIn, il y indique de manière simple et efficace les 5 métriques choisies pour mesurer leur impact à eux. Le conseil qu'il vous livre à la fin de l'interview, démerdez-vous. Et pour illustrer le business positif, Jean-Gabriel choisit Kung Fu Panda 2. Bref, un entretien riche d'apprentissage et aussi d'humour qui, j'espère, vous apportera beaucoup. Trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Jean-Gabriel nous partage. Ah, et au fait, n'hésitez pas à laisser vos remarques, à mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu, parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Bonjour Jean-Gabriel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast Business Positif. Bonjour à tous, super content d'être là. Oui, moi je suis ravie, on a dû décaler à plusieurs reprises pour des questions de chantier, mais on n'a pas besoin de s'étaler là, mais en tout cas je suis vraiment contente de pouvoir parler avec toi, un peu Insect. Parce que c'est une belle aventure et voilà et je m'attendais que ça de pouvoir la partager ici avec toi. Alors les premières questions. Déjà, c'est quand la première fois que tu as testé de manger des insectes ? Moi personnellement, techniquement, je pense que c'est pendant mon sommeil très tôt dans ma vie. C'est sûr. On dit toujours qu'on mange 500 grammes d'insectes à peu près dans son sommeil par an, quelque chose comme ça. Non, de manière consciente, en fait, assez tard. Enfin, les insectes, c'est pas quelque chose qui m'habite depuis que j'ai 3 ans ou 4 ans. C'est pas ça. Ouais. Mais non, je pense que ça devait être en 2010, 2011, quand on a commencé à réfléchir à lancer la boîte, ouais. Quelque chose comme ça. Okay. Ça doit être des criquets d'ailleurs. C'est très bon les criquets. Je veux bien le croire. Et du coup, justement, qu'est-ce qui fait que t'as eu envie, que vous avez eu envie de lancer la boîte ? C'est quoi qui a motivé ça en 2011 ? Je pense que c'était globalement une recherche de sens. Avec mes quatre comparses là du démarrage, on était tous dans des grosses boîtes, soit côté pétrole, soit côté énergie, quoi. Et avec ce sentiment d'être un peu un numéro perdu dans une grosse masse, avec un navire un peu ingouvernable, etc. Et on cherchait vraiment quelque chose qui fasse plus sens dans nos vies. Et très rapidement, le sujet nourrir le monde, quoi, en fait, a bien résonné avec nous. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Je pense que chacun de nous 4, on aura une histoire un petit peu différente, mais moi c'était ça. Puis l'envie de faire ma propre aventure. J'en ai une famille d'entrepreneurs, donc du coup c'est quelque chose que je connais. Et est-ce que justement tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours, parce que c'est quoi qui t'a amené exactement à cette aventure ? T'étais dans une grande boîte, du coup tu as tes comparses, mais vous vous êtes rencontrés comment ? Et puis qui à un moment donné amène le sujet des insectes ? Comment ça devient de l'idée entre 5 personnes qui sont en recherche de sens à venez on monte la boîte, quoi ?
Ouais, bah, je pense que comme toutes les idées, comme toutes les startups, il y a des idées qui sont dans l'air et puis qu'on attrape, quoi. Je pense que c'est ça la thématique, nourrir le monde, que les insectes c'est une bonne idée, etc. C'est quelque chose qui est dans l'air parce qu'il y a une conjonction entre le savoir-faire qui existe depuis très longtemps sur l'élevage d'insectes, et l'automatisation et l'informatisation, la data. Quand on ajoute ces deux-là, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'Insect c'est une deep tech, parce qu'il y a plein de technologies en fait qui font que cette industrie peut naître. C'est maintenant, quoi. Et en fait, on a agi un petit peu comme un paratonnerre à cette idée-là, mais il n'y a pas que nous, hein. Il y a plein de collègues dans le monde entier qui bossent le sujet. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors techniquement, pour moi, je crois que c'est Alexis Angot qui nous a ramené le rapport de la FAO dans lequel on disait on va être 10 milliards, le fameux on disait on va être 10 milliards en 2050, qu'est-ce qu'on mange parce qu'on sait pas faire. Et en fait là-dedans, il y avait une des pistes qui était ça serait intéressant de continuer à manger des insectes là où on en mange et pas de prendre un régime burger frites, quoi. Là où il y a des insectes. L'histoire, moi, je me souviens qui m'avait un peu marqué, c'était des enfants qui passaient en malnutrition, littéralement à côté de sources de protéines qui les auraient empêchés d'être malnutris s'ils continuaient à manger les sauterelles comme ils faisaient avant, quoi. Ouais, méconnaissance. C'est par méconnaissance et par perte des habitudes, un peu, par perte d'une certaine culture, etc. En France, on a mangé des insectes pendant très très longtemps. Jusqu'à quand? Alors, je crois que même début du XXe siècle, on a retrouvé des cartes de menus de restaurants étoilés parisiens qui servaient des brochettes de hanneton, quoi. D'accord, c'est énorme. En fait, on a oublié ça. Enfin, on parle souvent des insectes qui ont un petit peu disparu avec, un petit peu. 80% de moins de monde biomasse, c'est pas un petit peu. Mais en fait, on a même retrouvé des trucs sur lesquels les préfectures payaient 50 centimes par seau de lard de hanneton qu'on ramenait à la préfecture. Tellement il y en avait, quoi. Donc, ça, c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées. Et en fait, dans tous ces insectes-là, il y en a qui se mangent. Et en fait, c'est bon, quoi. Donc, il faut passer le cap, quoi. Et voilà. Techniquement, pour des Français, je pense que c'est pas très différent de manger des grenouilles, des escargots. Oui. Après, il y a aussi le mythe, parce qu'il y a un peu le mythe mondial des Français qui mangent des grenouilles et des escargots, mais en réalité, je sais pas toi, mais j'en connais pas 1 milliard autour de moi qui au quotidien se font une petite grenouille. Donc il y a peut-être aussi non. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas sur les insectes. Dans les pays où on mange des insectes, il n'y a pas de pays dans lequel l'insecte aujourd'hui est 90% de la ration alimentaire. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui, c'est ça. Parce que justement, tant qu'on n'a pas le type d'élevage qu'on fait, les volumes qu'on est capable de cueillir ou de produire sont pas suffisants pour permettre d'alimenter une population de manière régulière, en fait. Donc c'est un peu comme avec les grenouilles. Les grenouilles, il y a des saisons, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux justement me parler un peu plus de ça, de la jeunesse du projet, d'un peu, voilà, vous décidez à vous lancer. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les premiers moves que vous faites en fait pour lancer ça? Parce que c'est quand même un gros projet hyper ambitieux. Territorialement, où est-ce que vous vous situez? Et puis voilà, est-ce que tu peux peut-être me tracer un peu la route, les grandes étapes qui, à partir du début, permettent au projet, à l'aventure de démarrer? Alors le business model qu'on a choisi, il est pas courant dans le sens où on est une start-up industrielle. C'est-à-dire que nous très rapidement, on s'est dit on va construire, on va concevoir, on va construire, on va opérer des usines. Pour une start-up, c'est pas courant. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un bon choix de concevoir et de construire ses propres usines. Souvent, les startups vont faire appel à des usines existantes pour pouvoir se développer. Enfin, c'est les fameux modèles faiblesse. Oui. C'est souvent le cas. Donc nous, de ce côté-là, on est un petit peu un ovni, quoi. On n'est pas beaucoup. Et pourquoi ce choix d'ailleurs? Alors pourquoi ce choix? C'est parce que il n'y a pas d'usine qui faisait ce qu'on voulait.
C'est-à-dire que si on voulait une usine automatisée qui fait de l'élevage d'insectes, en fait, il fallait qu'on la construise. C'est pas comme voilà, c'est pas comme par exemple qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple je sais pas une start-up qui voudrait faire par exemple je sais pas des meubles connectés, elle va pouvoir trouver des usines qui fabriquent des meubles, des usines qui fabriquent des cartes à puce et faire l'assemblage. Oui, bien sûr. On n'avait pas d'usine qui savait faire de l'élevage de embryos, quoi. Donc c'est là où en fait très rapidement on s'est dit c'est à nous de la faire, quoi. Oui. Et donc ça s'est orienté assez vite là-dessus, hein. On a fondé l'entreprise en 2011 et très rapidement après la première levée de fonds, on a lancé le projet de construction de notre première usine qui aujourd'hui est à Dole, qui a ouvert en 2016 mais commencé à bosser dessus en 2014, je dirais. Donc très rapidement pour avoir cette usine là qui tourne toujours, hein. Ok. Et donc du coup ça prend 3 ans. Vous êtes quoi? Vous êtes 5, ça prend 3 ans. Vous faites quoi? Vous faites les premiers recrutements, les premiers financements pour réussir à financer justement l'usine pendant ces 3 années, parce que du coup il n'y a pas de chiffres. Non, c'est clair. Mais après c'est un business model qui est pas un business model de type web où la rentabilité peut même arriver quelques mois avant d'avoir fondé la boîte. Oui. Nous c'est pas du tout ça. Nous c'est des investissements au moins sur la première dizaine d'années, hein, pour réussir à développer, construire une usine de taille commerciale et avoir les premiers chiffres d'affaires significatifs. Donc voilà. Mais avant ça, c'est vraiment un business model qui repose sur de l'investissement. C'est un peu à mi-chemin entre le web qui peut être rentable jour 1 et la pharma qui peut être rentable en année 30, quoi. On est entre les deux. C'est l'équilibre. Et du coup, donc il y a cette première usine qui tourne. J'imagine qu'en parallèle, il y a aussi les premiers clients à trouver pour que justement cette usine, il puisse y avoir des choses qui sortent et qui trouvent un débouché. Donc comment vous avez géré un petit peu ça? C'est dans les premières années, vous avez en même temps fait la strate commerciale et en même temps fait justement la création de l'usine. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est réparti? C'est ça. On s'est réparti les rôles, hein, parce que les aventures industrielles, ça peut pas être les aventures d'une seule personne. C'est vraiment une aventure d'équipe. Oui. Tout seul, on n'y arrive pas, quoi. Il y a vraiment besoin de beaucoup de gens pour mener une industrie. C'est vraiment industriel au sens noble du mot, c'est-à-dire qu'il faut du monde, quoi. Il faut une industrie. Oui. Et ça, on a une équipe commerciale. Voilà, Benjamin Armangeau, notre directeur commercial, qui est là qui fait partie des vieux, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis plus de 5 ans. D'accord. Il a tout développé. De toute façon, pour pouvoir construire une usine, il faut d'une certaine façon avoir déjà des clients avant de lancer l'usine. Ne serait-ce que pour pouvoir monter le financement. Donc, par exemple, sur notre usine d'Amiens, là, celle qu'on est en train de construire, avant de démarrer l'usine, on avait déjà plus de 100 millions d'euros de contrats de signés. Ok. Et du coup, c'est qui un peu les typologies de clients? Les typologies de clients, alors aujourd'hui, les marchés qu'on a ouverts, c'est tout ce qui est pet food, tout ce qui est aquaculture et tout ce qui est humain maintenant, depuis début d'année là. Okay. Le pet food a toujours été ouvert légalement. L'aquaculture, grâce à notre lobbying européen, qu'on fait en industrie d'ailleurs, c'est une vraie démarche collaborative là-dessus, c'est vraiment chouette. C'est ouvert depuis 2017 et là sur notre insecte, c'est vraiment le Tenebrio Monitor là qui a ouvert le bal. Ouais. On est autorisé en alimentation humaine en Europe depuis le début de l'année, depuis janvier. Ok, génial. Et est-ce que tu peux me donner quelques chiffres peut-être sur combien, alors au-delà du financement, on va en parler après, mais sur aujourd'hui, vous avez combien de clients? C'est quoi peut-être les grandes lignes de justement la répartition entre ces différentes verticales, ou je sais pas comment vous les appelez, et combien d'usines? Enfin, me parler un peu peut-être des chiffres d'aujourd'hui, c'est-à-dire de 2011, où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui, et puis embrayer aussi peut-être sur la vision, c'est-à-dire où est-ce que vous avez envie d'aller? Ouais, alors nous on fait du B2B, hein, donc on n'est pas sur un business model où on a millions de clients. Donc nous c'est plutôt l'entièreté des clients en Europe sur nos sujets, ça peut peut-être être
400, 500 clients, et c'est des gros. Ouais. Bah oui. Donc voilà. Donc on connaît tout le monde nous connaît. Enfin ça reste des petits mondes en termes de personnes à rencontrer, à connaître. Mais c'est des gros contrats pluriannuels. Enfin, c'est le business B2B, quoi. Et tu peux nous citer quelques clients, par exemple? Ça non. ça en termes de confidentialité. Oui, pas de souci, c'est confidentiel et pas de souci, je comprends. Ça n'empêche pas de parler, d'embrayer sur justement sur cette vision et sur ce marché. En fait, ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est une des premières fois que j'entends ça, parce que souvent on peut poser la question de est-ce qu'on voit nos concurrents comme des concurrents ou comme des partenaires. Là, tout à l'heure, tu as parlé de vos collègues dans le monde. Et j'entends rarement ce terme-là pour parler des acteurs d'un même marché. Est-ce que tu peux justement me raconter un petit peu ta vision de ce marché et de l'importance de prendre en considération pardon les protéines liées aux insectes pour la nutrition dans le monde, et justement comment tu considères un peu les marchés à l'international, les autres entreprises qui font ça, comment vous vous situez par rapport à tout ça? Bah en fait voilà, moi je considère que ceux qui travaillent en agroalimentaire, finalement, leur raison d'être, c'est de nourrir le monde, enfin de nourrir tout le monde, hein, des plantes aux animaux, en passant par les humains. Donc, pour moi, c'est des collègues là-dessus, quoi, en termes de raison d'être. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de. On a peut-être été dans un monde qui a beaucoup axé sur la concurrence à tout crin, être les meilleurs du monde, blablabla. Pour moi, il y a toujours eu un peu trop de testostérone et d'hommes blancs de 50 ans patriarcal là-dedans. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on quitte petit à petit. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence sur certains aspects, mais il n'y a pas obligé d'avoir de la concurrence absolument partout, tout le temps, quoi. Typiquement, là où on a super bien bossé ensemble en tant qu'industrie, hein, c'est au sein de notre lobbying européen, là. Qui s'appelle l'IPIF. On est parti au début, on était 10. Maintenant, je crois qu'on est un peu 90. Et c'est toutes les entreprises, boîtes qui ont un intérêt sur justement l'élevage d'insectes qui se mettent ensemble pour écrire des livres blancs, définir c'est quoi nos règles de bonnes pratiques d'un point de vue hygiène, d'un point de vue santé, d'un point de vue réglementation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un élevage, etc. Et ça, c'est super parce que on est en train de co-construire nos règles du jeu européennes, quoi. Et ça, il y a pas, c'est pas un sujet concurrentiel en fait. Ça c'est vraiment un sujet d'existence, littéralement de notre industrie. Et donc vous, votre vision derrière, votre intérêt derrière ça, derrière cette approche-là, en tant qu'entreprise, c'est plus on est nombreux et plus on va pouvoir avoir une voix aussi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bah, y aller en tant qu'une entreprise, c'est pas du tout la même chose qu'y aller en tant que industrie. Et on peut pas être l'industrie à un. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment ça pour moi la démarche, quoi. Hyper intéressant. On va revenir un petit peu plus sur le développement et le financement après. Je veux bien qu'on fasse un focus sur l'aspect humain chez Insect, sur l'équipe, sur comment vous l'avez construite, combien il y a de personnes aujourd'hui et comment vous travaillez sur les questions d'engagement des collaborateurs. Est-ce que il y a des critères liés à leurs engagements perso, par exemple? Comment vous recrutez chez Insect? Bah là-dessus on a toujours été très regardant. Enfin, ça rejoint la question du sens, hein. Oui, bien sûr. Sur le côté raison d'être, pourquoi on est là plutôt qu'ailleurs. Voilà, très régulièrement on remet en cause nos valeurs en disant est-ce que c'est toujours celle-là. C'est important. Moi personnellement, j'ai été très influencé par le bouquin de Frédéric Laloux, je sais pas s'il est connu, enfin, petit qui s'appelle Reinventing Organization, qui est un bouquin bien sûr. assez puissant là-dessus. Donc voilà, je fais on le mettra beaucoup de choses autour de ça. Ouais. Et qui est très intéressant justement là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut réfléchir comme organisation qui sont au service de l'humain plutôt que qui se servent de l'humain, quoi.
Et ça on l'a beaucoup taffé. Le dernier truc qu'on a fait là qui nous a vachement aidé à nous structurer, c'est la certification B Corp. Ok. Qu'on a passé en octobre dernier là. Donc ça y est, on l'a. Et ça c'est intéressant. Enfin même le message, j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai pris finalement comme formulation de notre stratégie ESG ou RSE. C'est en anglais be the best for the world. Donc c'est soyez les meilleurs pour le monde au lieu d'être be the best of the world, genre d'être les meilleurs du monde. Et ça je trouve que c'est intéressant. Alors être les meilleurs pour le monde, ça n'empêche pas d'être les meilleurs du monde, hein, mais c'est une autre manière de le dire et je trouve que c'est un objectif qui est plus sain d'une certaine manière. Je sais pas comment exprimer ça, mais ça draine moins les aspects négatifs du XXe siècle qu'on peut peut-être laisser derrière nous. Donc voilà. Et après voilà, c'est ça qui est intéressant hein, dans la démarche B Corp, il y a une demande qui est de changer les statuts. Et donc, dans nos statuts, maintenant, il y a écrit noir sur blanc dans l'objet de la société d'avoir un impact significatif et positif sur le monde grâce au business. Ok. Donc ça, c'est dans l'objet de la boîte. Donc c'est très, c'est symbolique. Et ça, c'est très récent pour vous. Bah ça, ça a été. Alors, c'était déjà en germe dans nos statuts, mais ça a été officialisé et vraiment mis au carré grâce à la démarche B Corp. Quoi. Ça nous a redonné l'occasion de repasser un coup là-dessus. C'est marrant parce que B Corp en très peu de temps au final est arrivé partout et permet vraiment de donner un canevas aux entreprises de toute taille. J'ai l'impression c'est hyper intéressant. Encore une fois, je pense que c'est une idée qui est dans l'air, qui est en train de faire paratonnerre partout. On a aussi l'entreprise à mission en France. Alors pour moi, c'est encore quelque chose qui est en gestation. Il y a des très bonnes choses, il y a encore des choses à bien pousser pour que ça se déploie. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire de dire on a eu toute une mouvance où on disait que l'entreprise devait se cantonner à la rentabilité financière pour les actionnaires, alors qu'elle a souvent été, peut être beaucoup plus que ça, dans le sens une entreprise c'est aussi une communauté d'êtres humains qui travaillent sur un sujet. Et elle peut avoir aussi un rôle citoyen, tout simplement, hein, par exemple. Nous, c'est ce qu'on essaye d'avoir côté social, où on essaye toujours de challenger un petit peu le statu quo. Donc, on a fait, on a augmenté le SMIC minimum chez Insect, on l'a augmenté de 35%, parce qu'on peut. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Génial. On a fait les congés de parentalité. Donc, maintenant, il n'y a plus de différence basée sur le sexe quand on a un enfant, quoi. On paye la différence pour les papas, quoi, en gros. Donc on a donné paradoxalement plus de droits aux hommes. Oui, parce qu'on peut, oui, mais c'est pour, mais on sait que ça a un écho direct sur la situation des femmes. Oui, tout à fait. Et puis on trouvait ça intéressant de dire que l'égalité femmes-hommes, quoi, c'est aussi quelque chose qui passe par aussi plus de droits pour les hommes sur certains sujets. Complètement. On trouvait ça intéressant. Complètement. Et à ce sujet, vas-y. À ce sujet, mais alors je sais pas si tu veux en parler parce que je t'en ai pas parlé avant, donc n'hésite pas, il y a pas de. Mais je repense au fait parce qu'on parle justement des salariés et de ce que vous pouvez faire aussi pour eux. Et il me semble que vous avez mis en place un programme d'avantage avec Apipal. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Alors. On a mis en place ça. Alors, c'est le CSE qui a mis en place ça. Oui, c'est le CSE. Excuse-moi. En fait, c'est parce que je travaille avec Apipal et que j'ai vu ça, mais on avait déjà prévu l'enregistrement. D'accord. Oui, j'ai vu que vous faisiez partie des clients et j'ai trouvé cette boîte géniale. Enfin, je veux dire, je travaille avec l'agence, donc du coup que j'ai fondée qui s'appelle Cause avec Apipal. Et du coup, je me suis dit super en plus que vous ayez aussi cette approche sur l'aspect humain. Donc, tout à fait. Alors moi, j'ai pas encore utilisé à fond. Ok. Apipal, mais oui, ça fait partie des plateformes comme ça qu'on teste assez régulièrement et quand ça rentre en résonance avec ce qu'on est, ce qu'on fait, etc. Ça a tendance à plutôt bien marcher, quoi. Donc c'est ce qu'on regarde. On regarde aussi en ce moment la plateforme qui s'appelle Vendredi. Qui fait des choses assez chouettes sur de l'engagement associatif. Ok, super. Il y a plein de choses comme ça qu'on a à regarder, quoi. Et est-ce que tu peux me dire, vous avez combien aujourd'hui de salariés et comment est-ce que vous communiquez avec eux?
Est-ce qu'il y a est-ce que tu vois la question de l'engagement des collaborateurs, on en parlait tout à l'heure et puis on est parti un peu sur autre chose qui était hyper intéressant. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez un sujet sur le fait que les collaborateurs participent? Comment vous faites? Parce que vous êtes une entreprise qui a une belle croissance quand même. Donc, comment vous faites aussi pour embarquer tout le monde? Nous, aujourd'hui, on est 200. On a un plan de recrutement là, qui va nous faire passer, je pense, vers 300, un peu plus simplement, d'ici la fin de l'année prochaine. C'est dément en termes humains pour là le voir par exemple dans des boîtes, c'est dément ce genre de recrutement. En ce moment, Insect, c'est un peu une adolescente qui pousse vite et qui a des crises de temps en temps, quoi. Mais bon, c'est des crises de croissance. Hein. Enfin, on parle des fois même d'hypercroissance. Ouais. C'est un peu ça pousse vite. Donc du coup, quand ça pousse vite, c'est un peu mou, quoi. Donc bah voilà, on sourit, on est entre adultes, et puis quand il y a des problèmes, on les résout. Hein. Il n'y a pas trop de raccourcis. Donc vous faites comme vous pouvez pour onboarder au mieux, et après vous savez qu'il va y avoir des petits écueils. On a créé une école, on appelait ça l'académie. On a créé une école pour tous les nouveaux quand ils arrivent. C'est un vrai cycle de formation qui leur fait passer par toutes les étapes pour bien comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, parce que voilà, j'en parlais, c'est une deep tech, donc quelqu'un qui arrive dans la boîte pour être pleinement opérationnel, il lui faut plusieurs mois, quoi. Même avec le cerveau le mieux fait du monde, il lui faut plusieurs mois. Donc ça demande du temps, et c'est pour ça qu'on a créé une académie, parce qu'on a aussi certains métiers qui sont très spécifiques pour lesquels il n'y a pas encore de formation dans les universités, par exemple. D'accord. Donc, lesquels par exemple? Par exemple, être éleveur d'insectes, enfin l'élevage de ténébrions, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école là encore. C'est sûr. Je pense que ça va finir par venir, mais c'est voilà, ça. Commencer le cycle, qu'est-ce que ça veut dire à un insecte qui va bien, qui est malade, qui a bien mangé, qui a pas assez mangé, enfin, un peu comme quand vous apprenez à élever des poulets ou des vaches, ouais, bien sûr. Zootechnique, quoi. Qui s'apprend. Ensuite, sur la question spécifique de l'engagement, moi je pense pas qu'on peut motiver quelqu'un. La motivation, c'est quelque chose qu'on a en soi ou pas, et c'est pas grave. Et d'ailleurs, on peut l'avoir un moment puis plus l'avoir autre chose, faire sa contribution à un projet puis aller voir ailleurs si on y est, et tant mieux. Enfin, moi, c'est ce que je dis à tous mes collaborateurs, c'est si t'es bien ici, tant mieux. Si t'es pas bien ici, bah tant pis. Mais on va t'aider à trouver autre chose, et il faut aller vite, quoi. Oui. Parce que t'as autre chose à faire que de rester sur un projet où t'es pas motivé à être sur le projet, quoi. Et en même temps, c'est joli aussi de dire, et dans ce cas-là, on va t'aider à faire le pas, quoi. Ah oui. Bah de toute façon, c'est ça. Et puis le monde est petit, et quelqu'un qui est passé chez Insect, mon objectif c'est qu'il revienne bosser pour nous, peut-être pas directement, mais indirectement, parce que c'est du réseau, c'est humain, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, et au final, si vous l'avez onboardé, du coup, il a la culture, il vous connaît bien, donc s'il passe chez un fournisseur ou peu importe chez un partenaire, du coup, pour vous, c'est clair, c'est hyper gagnant. D'une certaine manière, ça restera toujours des ambassadeurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, voilà, c'est donc c'est ça. Et puis on a déjà eu des histoires de personnes qui sont parties de la boîte, qui sont revenues après avec une nouvelle expérience. Enfin, c'est fluide. Enfin, voilà, ça. Moi, je trouve que c'est bien que ça vive et que ça respire, quoi. Et alors sur un autre, on reste dans l'humain, on va sur ton poste à toi. Tu es Chief Impact Officer officiellement sur LinkedIn. C'est ça. Et j'ai adoré ta présentation LinkedIn où tu dis qu'en tant qu'Insecteur, tu t'occupes de ça, donc tu es Chief Impact Officer. Et du coup, tu parles de la stratégie liée au GIEC, enfin au scénario, etc. du GIEC. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu dis que tu travailles sur différentes métriques, et que c'est des métriques en euros, mais c'est aussi d'autres métriques. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? J'ai jamais vu une présentation ou une phrase comme ça qui dit, qui est très héroïste, qui est très résultat, et qui parle de résultats qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans le monde de l'entreprise. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est ce département-là, le département Impact. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui porte véritablement
l'impact au niveau board, au niveau direction, etc. Et que ça soit pas un petit poste. Dans le sens, c'est de temps en temps les départements de type RSE ou ESG. Dans certaines boîtes, on sent qu'on a créé le truc parce que de toute façon on n'avait pas le choix, c'était la loi, quoi. Ouais. Donc voilà, on a essayé de faire ça et puis très rapidement on s'est rendu compte qu'en fait si on voulait faire les choses sérieusement sur ce sujet-là, alors on était déjà convaincus d'un point de vue changement climatique, ça passait par la mesure. Oui. Et du coup pour mesurer, il nous faut des unités de mesure et là on a des outils qui ont été développés qui sont super bien dans tout ce qui est analyse de cycle de vie. En fait, aujourd'hui, alors je pense que ça a encore augmenté, mais il y a un peu plus d'une quarantaine d'axes différents qu'on peut prendre dans les ACV et qui ont chacune leur unité de mesure avec toute la communauté scientifique qui a développé un corpus de savoir pour dire pour mesurer tel aspect de notre environnement, c'est telle mesure qui est intéressante. Donc nous, à Insect, on en a choisi 5. C'est ceux qui sont en profil. Donc, il y a les euros, donc ça, c'est pour la performance économique. Il y a la tonne de CO2 équivalente, qui maintenant est bien connue, en tout cas de plus en plus connue pour le changement climatique. Il y a le DALI. Donc le DALI, c'est une fraction d'espérance de vie. C'est pour la santé humaine. Il y a le PDF par mètre carré par an. Pareil, qui commence à être un peu plus connu. C'est pas le nombre de rapports au mètre carré, mais c'est le nombre d'espèces sur une surface donnée qui va disparaître ou apparaître. Donc c'est une mesure de la biodiversité ou de la santé des écosystèmes. Ensuite le mégajoule, ça c'est pour tout ce qui est ressources énergétiques et le mètre cube pour tout ce qui est l'eau. Donc la ressource en eau. Donc ça c'est les 5 qu'on a choisis parce que pertinents pour notre activité. C'est ceux sur lesquels on est les plus costauds. Donc là, on s'est bien équipé sur le côté changement climatique et on est en train maintenant d'attaquer très sérieusement le PDF par mètre carré par an. Et quand tu dis on, vous êtes combien aujourd'hui à vous occuper de ça? Alors, c'est un département qui est transverse. Donc là, techniquement, je suis tout seul. Okay. Je suis tout seul. On va être 3 d'ici la fin de l'année. Mais je travaille en permanence avec une trentaine de personnes dans l'entreprise. Et ça a été aussi un choix de dire l'impact, ça appartient pas à un département, ça appartient à tout le monde. Donc on veut que ça reste un département qui est plus orienté projet et transverse. Ensuite, je travaille beaucoup aussi avec la finance parce que finalement, il y a le côté mesure, c'est un vrai métier de la finance. C'est-à-dire que en tonnes de CO2, on a une comptabilité carbone maintenant. Et en fait, on utilise vraiment les outils de la finance, sauf qu'au lieu de jouer avec des euros, on joue avec des tonnes de CO2 équivalent. Mais c'est les outils techniques, c'est les outils de la finance qu'on applique à des unités qui ne sont pas des euros. C'est ce que j'allais te demander justement parce que pour tout te dire, je parlais avec un fonds d'investissement hier sur les questions d'impact qui était en train de me dire que ils étaient en train de chercher un outil de mesure eux pour leur participation. Et que c'était un peu un gros sujet, ils savaient chez les fonds en ce moment, et c'est un peu un gros sujet pour tout le monde ces questions de mesure. Ouais. Donc il y a le choix des mesures, mais il y a aussi comment on mesure, donc quels outils on utilise Donc toi tu dis que tu travailles beaucoup avec la finance pour ça, mais est-ce que tu aurais un exemple sur un des outils de mesure, évidemment pas l'euro parce que celui-là on le connaît bien, de concrètement comment vous faites pour mesurer votre impact à ce niveau-là? Ouais, notre comptabilité carbone, par exemple, en fait, ça se base sur la méthodologie de l'empreinte carbone. Ça va être bien déployé, puis qui devient de plus en plus obligatoire d'un point de vue réglementaire. Et c'est une bonne chose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est assez simple. Les bases de données sur le changement climatique commencent à être vraiment détaillées et précises. C'est vrai. Donc on est capable de plus en plus, jusqu'à ce que ça soit rendu obligatoire, et ça je sais que ça va arriver, ça n'a pas le choix, de pour chaque facture mettre à côté combien ça a coûté en CO2 équivalent, quoi. C'est aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire que chaque facture, on est capable de la traiter, de lui donner un coefficient d'émission, etc. et de dire vous avez une facture, je sais pas, d'études d'ingénierie pour construire une usine, c'est tant d'euros, tant de CO2 équivalent par euro de facture, et puis vous avez acheté 10 tonnes de métal qui vient de telle aciérie,
pour tel pays, telle période, etc., c'est tant de CO2 équivalent à la tonne que vous avez acheté. Ouais, bien sûr. Et en fait, on fait ça, on a intégré ça en fait dans notre ERP, donc qui nous sert à faire notre comptabilité. Et ça nous traduit l'entièreté de notre base facture en CO2. Ce qui est la démarche qu'on fait classiquement quand, de toute façon, on fait une empreinte CO2. Et en fait, avec ça, alors ça nous donne une approche, c'est-à-dire qu'il manque certains éléments si vous voulez avoir une empreinte carbone complète. Par exemple, ça va pas capturer le CO2 qui est émis par les laboratoires quand ils se rendent au bureau. Bon, il y a quelques zones qu'on loupe, on le sait, mais c'est voilà, c'est comme toute bonne finance, comme dirait Françoise, CFO, c'est vaut mieux être globalement juste qu'exactement faux. Ok, on retient, c'est clair. Et ben écoute, bonne transition parce que on va passer sur la question du financement et puis du développement, parce que comme on disait juste avant, il y a plusieurs chiffres qui tournent, mais je me suis arrêtée sur le 372 millions de dollars, qui était dans tous les cas aussi impressionnant que les autres. C'est le montant de la levée de fonds que vous avez fait assez récemment. Ma question est à quoi ça sert 372 millions de dollars? À construire des usines, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est construire des usines, c'est développer l'entreprise pour poursuivre cette construction d'usines. Mais ce qui drive vraiment notre business pour nous, c'est l'ouverture de nouvelles usines et la construction de nouvelles usines. Et tu peux me rappeler combien vous en avez aujourd'hui et combien vous en prévoyez? Alors, on en a une qui tourne à Dole, on en a une qui tourne à Ermelo aux Pays-Bas, et on est en train d'en construire une à Amiens. Donc ça, c'est les projets qui sont en cours. Et pour l'année prochaine, on est déjà en train de réfléchir aux futures implantations. Et l'idée, c'est d'en construire quelques dizaines à travers le monde, ou d'en racheter d'ailleurs, comme on a fait avec Ermelo aux Pays-Bas en début d'année. D'ici 2030, quoi, 2040, je pense qu'on aura quelques dizaines d'usines chez Insect. Après, on n'est pas fixé sur un business model particulier. Là-dessus, on est plutôt opportuniste quand on construit des usines, dans le sens où chaque localisation va vraiment avoir son histoire et son contexte particulier. Donc, c'est beaucoup d'études de sites à chaque fois qui vont prendre en compte à la fois les critères économiques, évidemment, mais aussi et de plus en plus les critères environnementaux, parce que par exemple, pas s'installer dans un endroit qui risque de voir ses productions de céréales chuter à cause du changement climatique. Bien sûr. Donc ça contraint aussi aujourd'hui beaucoup les importations. Ok, hyper intéressant. Et moi, ce qui m'intéressait en fait, c'est parce que c'est vrai que c'est assez rare, ou en tout cas, moi je l'ai pas beaucoup entendu, d'expliquer concrètement quand on part sur une levée de fonds de ce montant-là. Est-ce que vous aviez en tête justement ce montant pour votre développement? Ah, très clairement, oui. En fait, on peut pas véritablement lancer une levée de fonds si on sait pas de combien on a besoin, quoi. Enfin, ouais, bien sûr. C'est comme quand je sais pas, quand à titre personnel, je sais pas, on va voir une banque pour acheter une maison, il y a intérêt à savoir combien on veut acheter la maison, quoi. Enfin, un investisseur va pas investir quand il sait pas dans quoi il investit, en fait. Bien sûr. Je sais pas si j'ai bien compris la question, en fait. Mais pour moi, il y a forcément un objet dans lequel un projet. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a évidemment un plan de financement et l'investisseur, il sait combien vous recherchez pour savoir s'il a envie de participer autour de table ou pas. La question, c'était plutôt dans votre vision. En fait, j'essaie de comprendre un peu votre vision. Et donc, du coup, c'est ce que tu disais, c'est que les 370 millions sont nécessaires pour aller vers votre vision, qui est d'avoir plusieurs dizaines d'usines dans le monde pour pouvoir assurer votre mission, de nourrir en partie le monde avec les insectes. Ah, et c'est qu'un pas, il faudra beaucoup plus de financement pour construire toutes les usines, très clairement. C'est que le début. Ok, et donc c'est tellement des montants faramineux, tu vois, où on peut perdre un petit peu pied, que du coup c'est juste ça un peu ma question. Mais je pense que en vrai la question c'est aussi le financement d'une usine. Ouais, c'est ça. C'est parce que en fait financer une usine, on s'en rend pas compte, mais c'est des machines où le moindre achat de machine se chiffre en millions.
parce qu'il faut l'acheter, il faut l'intégrer, il faut la paramétrer, etc. Et en fait, c'est des montants pour construire une ligne qui sont énormes. Donc, d'une certaine manière, enfin, ça paraît c'est des sommes énormes, mais on n'est pas, entre guillemets, on est déjà ric-rac niveau budget, quoi. Parce que, on achète des machines qui sont pas gratuites, quoi. Bah oui, c'est clair. Mais de toute façon, c'est toujours le cas d'ailleurs dans les machines, mais là, en plus, elles sont particulièrement techno. Mais du coup, en termes de rentabilité, ces montants-là vous permettent derrière d'atteindre une rentabilité dans vos plans. Ouais, tout à fait. Là, toutes les usines qu'on construit, en ce moment et à partir de maintenant, c'est des usines qui sont rentables. C'est-à-dire qu'on a atteint ce qu'on appelle l'échelle commerciale. Ok, génial. Bah, tu vois, je t'ai posé la question un peu maladroitement, mais en fait, ma question tournait autour de ça parce que souvent, on se demande quand il y a des levées de fonds, tu vois, si ça va financer une entreprise qui au final va jamais réussir à être rentable ou pas. Donc c'est hyper intéressant de savoir qu'en fait c'est vraiment, de ce que je comprends, tu me dis si je traduis bien, c'est vraiment typique à votre industrie qui demande vraiment des sommes colossales au début, mais qui permettent derrière de pérenniser en fait. C'est juste que c'est le billet du début qui est nécessaire et vous n'avez pas trouvé ces 372 millions en allant voir votre banquier, quoi. C'est clair que ça c'est aussi propre à l'innovation. L'innovation, au début, il y a beaucoup d'argent qui sert à explorer, quoi, faire des tests. Quand on est en période d'innovation, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on teste. Donc, on sait que l'euro qu'on va dépenser va être pas forcément rentabilisé à chaque fois, parce que justement, il y a des fois où ça va être des coups dans l'eau. On va tester quelque chose, et en fait, ça marche pas, on change. Et après, il y a la phase de développement, où nous c'est la phase là dans laquelle on rentre. On a fait toutes les dépenses, en tout cas la grosse partie des dépenses liées à l'innovation, et on passe dans une phase plus de développement où là c'est bon, notre set de techno on le connaît, il fonctionne, et là on peut investir des euros où on sait que l'euro qu'on dépense il va être rentabilisé. Et c'est vraiment deux phases qui se succèdent, quoi. Ouais. Enfin, qui se succèdent. Il y a toujours de l'innovation parce que il y aura toujours. Mais on passe d'une phase d'innovation pure à une phase qui va plus être de l'amélioration continue, en fait. Voilà. Et après, il y aura toujours moyen de faire mieux, d'intégrer de nouvelles technologies, etc. Je pars sur une autre question. Sur LinkedIn, je vois 12 prix et distinctions pour Insect. Est-ce que ça change quelque chose? Qu'est-ce que toi tu penses de la démarche des tremplins, des prix? Est-ce que tu penses que quand on est une start-up ou une scale-up, c'est important d'y participer? Ah oui. C'est super important d'y participer parce que c'est de la reconnaissance déjà pour les équipes. Ça fait toujours plaisir quand on gagne un prix ou quelque chose comme ça parce que c'est une reconnaissance, quoi. Ça fait toujours rencontrer des gens. Ça fait partie pour moi des moyens de communiquer. Très clairement, d'ailleurs, la plupart des prix qui sont créés, c'est en fait des opérations de communication d'un groupe, une instance ou quelque chose comme ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Non, moi je trouve que ça nous a toujours apporté. Je trouve que même c'est peut-être plus important quand on est une start-up au démarrage, parce que ça permet aussi d'avoir des sortes de diplômes, quoi. Pour la start-up, il y a certains concours qui ont une bonne renommée dans certains secteurs et gagner ce concours-là, c'est être mis en avant, c'est faire des rencontres. Donc non, pour moi c'est assez important. Puis il y a certains concours aussi où à la clé il y a des financements, il y a du matériel, et ça au démarrage chaque euro compte vraiment c'est important, quoi. Oui, c'est clair. Donc non, pour moi c'est une plutôt bonne idée. Ça aide aussi à structurer ses idées, devoir répondre à des questions, faire un dossier de 20 pages pour expliquer son idée, sa start-up, c'est un exercice intéressant. Ok, hyper intéressant aussi, je pense, pour nos auditeurs. Oui, donc du coup, on parlait des tremplins et on parlait des prix et de comment ça pouvait amener de la reconnaissance, et puis aussi pour les équipes, comment ça pouvait être important. Je voudrais juste te poser quelques questions autour de la communication, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant que Insect, au-delà de la belle histoire entrepreneuriale, vous êtes quand même sur un projet industriel, vous êtes sur du B2B, et pourtant, vous avez une marque qui a quand même une belle notoriété.
Je pense que vous avez une marque employeur aussi qui a l'air assez. Enfin, je pense que les gens ont envie de rejoindre concrètement Insect. J'imagine que vous n'avez pas trop de mal à recruter en termes de sens justement. Comment vous avez fait ça? Est-ce que vous avez, par exemple, misé sur les relations presse? Est-ce que vous avez des petites clés de communication, surtout voilà sur une industrie en B2B? Comment vous avez fait pour réussir à rayonner comme ça? Bah merci déjà pour tous les compliments. J'espère qu'on est tout ça fait plaisir. Bah déjà on a une de l'extérieur oui en tout cas. On a une super directrice de la communication, Anaïs Maury, qui pourrait vachement bien répondre à toutes ces questions-là. Non, je pense que déjà on a un sujet qui interroge. C'est-à-dire que on est quand même des éleveurs d'insectes dans des fermes géantes, verticales, plus data, plus développement durable. Enfin, d'une certaine manière, on est sur les sujets du moment. Alors, bon, oui. Il y a un côté où nativement, on est peut-être un peu à la mode. Enfin, je sais pas comment dire ça. Donc, il y a ce premier sujet. Puis après, je pense qu'il y a une question aussi de cohérence, peut-être de envie de penser le monde du XXIe siècle un peu différent, qui fait que quand on additionne tout ça, je trouve que peut-être la cohérence qui se dégage de ça fait que ça paye au bout d'un moment, quoi. Mais je crois qu'on a jamais dépensé un seul euro sur les réseaux sociaux en termes de pousser quelque chose, quoi que ce soit. Donc non, je pense que c'est ça. Vous êtes vraiment concentré sur la mission, quoi. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis, je pense un côté aussi très pragmatique, quoi. Voilà, on sait que notre meilleur argument pour vendre nos produits à nos clients, c'est la qualité et la performance, quoi. Oui. L'impact, le côté humain, le côté social, etc. C'est à côté. Et c'est bien, mais c'est une cerise sur le gâteau en fait. C'est-à-dire que aussi au cœur, il y a un produit qui est bon, qui est excellent, qui a des super performances, qu'on a réussi à placer sur le bon marché au bon moment. Tout un travail aussi de positionnement de l'entreprise sur lequel le directeur commercial Pierre-Antoine, en tant que président, a beaucoup travaillé, qui fait que ça gagne aujourd'hui. Donc ça, puis peut-être aussi sur la notoriété publique récemment avec l'arrivée de Robert Downey Jr. Ça a fait un énorme boost. Il y a un côté fun et puis il y a un côté où il fait vraiment un vrai taf de représentation de l'entreprise. En tout cas, il parle de nous à plein d'événements, etc. Et ça, on le ressent aussi sur ce côté. Avoir un ambassadeur de ce calibre-là, ça aide aussi vachement. Et ça, du coup, c'est quelque chose justement que vous avez recherché, parce que c'est hyper intéressant d'en parler. C'est justement un ambassadeur que vous recherchiez, ou c'est comment c'est arrivé? Oui et non. Dans le sens, c'est arrivé par on rencontre très souvent des investisseurs. On n'arrête jamais, parce qu'on a énormément de projets de construction de films. Et en fait, on est tombé donc sur le fonds qu'a fondé Robert Downey Jr. qui s'appelle Footprint Coalition. Donc maintenant est investisseur d'Insect, et avec une thèse d'investissement, parce que chaque fonds a une thèse d'investissement, sur des projets à fort impact, justement. Et en fait, la connexion s'est faite comme ça. Et nous, on s'était toujours dit de toute façon, avec notamment l'ouverture du marché humain, mais aussi pour le pet food, on allait avoir de plus en plus besoin justement d'ambassadeurs de ce type-là qui parlaient de nos produits. Et on s'est dit, c'est l'opportunité est parfaite. C'est toujours de l'opportunité. Je sais pas à quel point on peut dire on l'a cherché et à quel point c'est. En tout cas, vous n'êtes pas fermé de porte. Parce que là, c'est quand même drôle que ce soit Robert Downey Jr. Tu vois, c'est pas est-ce qu'on va faire une petite liste de ces. On dit souvent que la chance est une compétence. Oui, c'est ça, exactement.
C'est une belle compétence là en l'occurrence. Ok, ça. hyper intéressant. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il me reste les quelques petites dernières questions à te poser que je pose toujours sur ce podcast. Déjà, est-ce que tu peux nous partager, parce qu'évidemment c'est encore une fois une belle aventure Insect, est-ce que tu aurais quelques échecs apprentissages à nous partager aussi dans cette histoire? Échec, apprentissage. Enfin, c'est parce que je lis souvent l'échec à l'apprentissage, mais on peut s'arrêter à la notion d'échec tout simplement. Mais juste, tu vois, des écueils ou des choses où vous avez, où ça a buté un peu et donc vous avez dû rebondir autrement, quoi. Bon, les échecs, de toute façon, c'est toujours, pour moi, c'est toujours enfin, à chaque fois, c'est lié aux équipes et lié aux humains, quoi. C'est un recrutement Ah ouais? où ça se passe mal, ou une collaboration qu'on voulait faire et qui se fait pas. Ouais, ça c'est tout le temps. En fait, construire une équipe, c'est à la fois le truc le plus fondamental, le plus simple et le plus difficile, quoi. Donc c'est toujours lié à ça pour moi. Les plus grosses problématiques, c'est ça, c'est avoir une équipe, la faire grandir, la faire dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, gestion des égos, toujours ménager et en même temps faire grandir. Enfin, je trouve que c'est toujours ça qui est le plus, à la fois le plus enthousiasmant et le plus complexe, quoi. Enfin, plus difficile. Oui, c'est clair. Et ouais, donc ça sur l'échec, sur les apprentissages, il y a tellement. Non, enfin, moi je trouve que le côté entrepreneuriat, alors c'est un métier, je pense que c'est pas un métier que tout le monde a forcément envie de faire, et c'est bien, parce que il faut accepter le fait de toujours être dans un job dans lequel on n'est pas bon, parce que l'entrepreneur il doit faire tous les métiers, donc il les fait tous mal. Voilà. Non, le plus gros apprentissage, c'est quelque chose sur lequel Antoine sera d'accord, je pense, c'est le fait de, quand on est entrepreneur, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de se virer très vite de sa place et d'embaucher quelqu'un de meilleur que soi au job qu'on avait avant. Ah ouais, c'est clair, on l'entend souvent, hyper intéressant. Ouais, et ça c'est vrai. Ça c'est vraiment vrai. Et en fait, c'est tellement reposant d'avoir quelqu'un qui prend le job qu'on sait pas faire pour le faire mieux. Ça fait tellement plaisir. C'est cool. Et il y a toujours quelque chose à faire à côté, surtout dans les startups qui grandissent. On a l'impression que si on lâche il y a un article comme ça qui est assez chouette. Si on lâche sa pile de Lego, on va plus rien avoir à faire. Et en fait, non, il y a toujours une pile de Lego beaucoup plus grosse. Il y a toujours de quoi s'occuper et de quoi faire. Oui. Bah, surtout quand l'entreprise dans tous les cas avance toujours. Donc là, c'est comme toi, j'imagine que t'étais pas chez Impact Officer quand vous avez démarré, quoi. Non, c'est vrai dans une start-up, et c'est vrai. Non, moi ma contribution la plus longue aujourd'hui dans Insect, c'était le démarrage de l'usine de Dole. J'ai bossé là-dessus en tant que directeur du site. J'ai habité 2 ans à Dole pendant 4 ans. Pendant 2 ans, mais le projet a duré 4 ans. J'ai changé de job tous les 6 mois, je pense. Comme ça. Ouais, donc c'est énorme. Hyper intéressant, merci beaucoup. Et ben écoute, il me reste les trois dernières questions. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs de toute cette expérience? Non, démerdez-vous. Le conseil. J'ai pas de conseil particulier. Non, j'ai pas de conseil particulier. Ok. Prendre des vacances, c'est important. Ouais, se reposer. Ah bah tu vois, ça c'est un très bon conseil. Est-ce que tu as une musique ou un film qui illustre ta vision du business positif? C'est une bonne question. Ouais. Je vais dire Kung Fu Panda 2. Ok. Voilà, avec le Inner Peace. Ok, on prend. Et toute dernière question, est-ce que tu aurais un acteur, dans le sens une entreprise, à me recommander pour ce podcast? Tu penses qu'il y a une vision intéressante de ces questions de comment allier business et impact? Open Classroom. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ok. Moi aussi, c'est vrai que je ne les ai jamais contactés. Eh ben écoute. On fait d'ailleurs là-dessus, on fait très régulièrement des interviews qu'on publie sur notre site internet, des interviews écrites, où on va interroger justement, on appelait ça Inspire avec un Y, où on va interviewer donc dans le monde entier des entrepreneurs qui justement font des trucs qu'on trouve cool, alors pas forcément sur notre business d'ailleurs, vraiment tout. Et donc il y a justement une interview d'Open Classroom que
que j'y ai pensé. Ah, mais j'ai regardé. Donc voilà. Si ça, J'ai regardé ça peut être des personnes sympas. Bah oui, carrément, j'ai regardé ça. Trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, d'avoir pris le temps Avec plaisir. et puis d'avoir accepté de décaler à plusieurs reprises ce point. C'était hyper précieux. Pas de problème. Et ben écoute, belle aventure, une belle suite d'aventures à Insect et puis à toi. Et puis curieuse de suivre justement ces publications que vous allez faire autour de vos mesures d'impact. Je te dis à bientôt. Ouais, ça marche. Bah ciao. Salut. Salut. Voilà pour ma causerie avec Jean-Gabriel Levon. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.